Mais ce milieu-là, il est pourri de l'intérieur. Genre, combien de gens parlaient de lui? Vous étiez les premières à savoir ce qui se passait, mais vous l'avez fermé parce qu'en fait, vous faites partie d'un milieu. Donc en fait, l'opinion publique, elle est totalement dirigée. Terminal, ils ont fait une des pires séries françaises. Des fois, tu vois, genre, c'est dans l'air du temps, et c'est pas pour autant que c'est mauvais. J'ai énormément de respect pour les handicapés, mais j'espère qu'il allume les handicapés dans ce genre de film. Faire un film sur le viol, je me verrais mal. Mais si par exemple tu tournes un film et qu'il y a une scène du coup de viol. Déjà pour raconter, je pense en tant que réal, il faut vivre une chose pour la raconter. De près ou de loin, il faut la vivre. Maintenant, encore une fois, le public moyen français aime ça. Mais parce qu'il ne connaît pas ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu vas peut-être plus faire d'entrée de streaming qu'avec un truc crédible. Tu dis le public français il aime ça, c'est parce qu'il y a que ça comme offre. Athéna, je pense que c'est un peu le summum de sa vision des choses, que je trouve un peu trop limité en fait. Il se transposait à l'intérieur, il était ce jeune de cité en furie, etc., alors qu'il ne l'est pas. Ouais, c'est un fils de réalisateur. Tout est mis au profit en fait de l'image. Ok, la police, c'est des chiens, ils font des bavures tout le temps. Il y a aussi des gars de quartier qui foutent la merde. C'est des humains contre des humains. Au moment où t'écris un film avec le cœur, ça devient politique. Ils vont préférer ne pas payer leurs potes qui l'enregistrent ou quoi, mais derrière, ils vont aller payer des verres en soirée. Même ça, pour moi, c'est un manque de respect d'aller. Après, il va en cabine et il dit que qu'ils vendent des kilos et des kilos et qu'ils brassent, tu sais. Mais derrière, je veux pas te sortir un billet de 50 balles, tu vois. Salut à toi et bienvenue sur Cozy Space. On se retrouve pour un nouvel épisode des Cozy Cast, le podcast qui réunit des humains autour de la discussion en toute détente pour en dégager le maximum de sincérité. D'ailleurs, je me suis posée, je les ai un peu regardés et je suis réellement fière de chacun de ces épisodes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe de jeunes réalisateurs que j'ai soigneusement sélectionnés pour débattre de la réalisation en tant qu'amateur et professionnel à la fois. Bonne écoute! Déjà pour commencer les gars, moi je vous propose que chacun se présente et parle un petit peu de son rapport à la réalisation. Yoris, le hachoir. Le premier amour, c'est jouer, mais après, j'avoue que c'est stylé d'avoir des idées dans la tête et de pouvoir les faire en vrai. Enfin, de les créer dans la matière. Moi, c'est Chris de Paoli, et Two Steps. J'ai réalisé en grande partie des clips et quelques courts-métrages. J'ai fait une formation de scénariste, donc j'ai atterri là-dedans plus via l'écriture. Et j'ai fait des clips plus pour me faire la main que par passion des clips. Je viens de Genève. Je m'appelle Sirac Guéret, je suis réalisateur cinéma, genevois, et du coup moi justement j'ai commencé en 2020 à réaliser des courts-métrages en particulier, et par la suite j'ai fait quelques clips. Mais c'est pas réellement ce qui m'intéressait de base, parce que je pouvais pas aller au bout de mes idées et parler avec le cœur. Après c'est justement, quand j'ai collaboré pour des clips, c'est parce que ça me parlait vraiment dans le fond. C'est pour ça que depuis 2021, ouais, j'en ai fait 3 ou 4 de clips. Alors moi c'est Joe. Comment c'est pas Moi je suis un passionné de cinéma, j'ai fait des écoles de cinéma, j'ai bossé dans le milieu en tant qu'assistant réalisateur et monteur. Et je continue ma route sur le montage et du travail sur des documentaires. Vous voulez que je commence ou il y a quelqu'un qui est chaud de commencer? Ouais, comment? Alors ma première question c'était, est-ce que les classiques du cinéma ont toujours une pertinence pour les réalisateurs d'aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faudrait commencer à redéfinir nos références cinématographiques? Je pense que tu peux autant avoir des références, tu vois, et qu'elles soient du cinéma, autant tu peux avoir des références qui n'ont rien à voir. Il y a un gars, genre il y a des films, les gars, ça se voit qu'il aime la peinture. Je pense que c'est pas du tout en fait une obligation, tu sais, comme si c'était un truc genre il faut une formation cinéma. Je pense que même le côté avoir un truc brut et y aller juste à l'instinct, en fait ça permet aussi de créer quelque chose de nouveau, tu vois, parce qu'en fait on a tout le matériel. Enfin, les ricains ont beaucoup pompé aux Français et du coup, enfin, de très bonne manière aussi, hein, c'est une réussite. Mais du coup, les films se parlent un peu entre eux, quoi. C'est-à-dire que c'est juste à chaque fois une espèce de copie d'une histoire qui est presque la même, mais racontée différemment. Le parcours du héros, ce genre de truc. Et on va dire que si on reprend Les Affranchis, par exemple, il y a nombre de films qui ont essayé de pomper et refaire en fait la même sauce, parfois en réussissant, mais c'est ce qu'on pourrait presque appeler le cinéma postmoderne. C'est-à-dire que c'est une compilation de tout ce qui a été fait auparavant, refait à une sauce du Quentin Tarantino, par exemple. Et pour revenir en vrai sur ce que tu disais sur Les Affranchis, tu vois, ces classiques-là,
ce genre de classiques, que ce soit Scarface ou Les Affranchis, c'est devenu des classiques, mais au-delà même du cinéma. En fait, c'est même pas pour leur technique ou quoi que ce soit, c'est pour ce qu'elles représentent. Ouais, exactement, c'est la culture populaire, que ce soit même dans le rap. La Cité des Dieux, Les Affranchis, et quoi, The Wire, tous ces trucs-là ont inspiré au-delà même du cinéma. Et après, justement, pour revenir à ta question, la technique, je pense pas que ça s'invente. Du coup, on est obligé de s'inspirer dans la technique. Dans la technique, je te parle pas que dans les caméras ou tout ce qui est matériel, mais aussi dans l'écriture du scénario. Je pense que ça s'invente pas. Même au jour d'aujourd'hui, moi qui m'inspire pas de ça, je veux dire, j'essaie pas de faire du Scorsese, mais obligé de s'inspirer de la manière de faire de certains réalisateurs. Tu disais avant Joe. Tu disais avant, c'est un peu le truc, ouais, les films ils se parlent. Tu vois, c'est genre Scorsese, il est inspiré de Godard, de Cassavetes. Après, t'as Guy Ritchie, il est inspiré de Scorsese. Tu vois, et en fait, c'est constant. Et des fois, tu regardes un peu les films des années 90 ou des années 2000 et tu vois qu'ils sont encore vachement inspirés par Scorsese. Et là, dernièrement, les films, ils le sont beaucoup moins. C'est générationnel. Nous, on a grandi dans les années 90. Du coup, on a forcément eu cette influence de films, le film du dimanche, je sais pas, pour ceux qui en ont regardé, qui passe à la télé et qui passe dans un contexte bien précis. Et c'était une manière pour nous de consommer, d'apprécier en fait quelque chose qui nous marque dans notre enfance. On est obligé de la reproduire, la recracher au bout d'un moment. Ouais. C'est un amoncellement de références, de codes, d'imagerie et tout, parce qu'à l'époque, il y a des nouvelles caméras. Là, le fait qu'il y ait l'utilisation de caméras numériques, par exemple, c'est un bouleversement dans le cinéma. Enfin, les gens s'en rendent pas forcément compte. La pellicule, à l'époque, les mecs découpaient les pellicules, il y avait tout un processus très long pour pouvoir monter un film. Et donc, c'est quelque chose qui met énormément de temps. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone et tu peux faire un film. Il y a des films qui sont présentés dans les festivals filmés à l'iPhone. Donc finalement, pour conclure sur ma question, c'était les classiques sont constamment en mouvance parce qu'il y a à chaque fois des nouvelles techniques ou des nouvelles visions ou des nouvelles comme je sais plus qui a fait Hereditary. Il y a une nouvelle vague un peu de Ari Aster. Tu vois, c'est une nouvelle vague de films d'horreur. Le elevated horror, ils appellent ça. Ah ouais. C'est très orchestral aussi, les instrus qui mettent des violons. Il y a un truc très désaccordé, ouais. Magnifique. Moi, je vous propose qu'on passe à une deuxième question. Est-ce que faire un clip aujourd'hui pour un artiste, sauf s'il a vraiment une audience, c'est pas inutile? Pour moi, ça a trop changé. En fait, la question est vite répondue. Merci beaucoup. Sincèrement. Pour moi, un des clips les plus impactants de l'histoire presque, c'est celui de Stromae qu'il a fait en caméra cachée. Mais voilà. Et visuellement, tu vois, c'est rien de ouf, tu vois. Enfin, c'est des caméras cachées, c'est peut-être filmé au téléphone. Il y a rien de beau en soi, mais t'as tout le contexte autour, toute l'histoire. Ça, c'est magnifique. Tu vois, et le son, il est magnifique aussi. Mais là, tu vois, c'est un artiste qui a la vision de ce qu'il veut faire. Mais tout est dans la profondeur du message, en fait. Parce que je me rappelle que quand c'est arrivé, j'étais pas loin du lieu en question. Et des gens m'en parlaient, un taximon me parlait de ça. Il me disait ouais, vous avez entendu parler de Stromae. Stromae était sur les quais du métro, je sais pas quoi, du tram, mort bourré, etc. Enfin, tu sais, il en jubilait presque. En disant ouais voilà ces artistes, etc. Alors qu'en fait ils nous avaient bien eu. Ça doit être jouissif, mec. Voilà, c'est un peu d'envoyer tout le monde dans une direction et. Ils ont réussi à créer, je pense, combiner deux trucs, c'est comme tu as dit, la profondeur du message, mais aussi le côté négatif, buzz un peu, tu vois, qui fait gossiper. Mais ça, c'est encore un autre level. C'est être visionnaire, ça. Avec son équipe, ils ont eu l'idée de se dire on va faire de la profondeur, mais en utilisant le moyen de communiquer actuel, tu vois. Et ça, pour moi, c'est justement le mélange parfait. C'est là où tu es vraiment dans ton époque, dans ta génération, où tu es actuel, tu vois. Et il a refait en moins bien, je trouve, quand il a fait le truc sur le plateau, et son truc, il a fait en moins bien pour moi, tu vois. Parce qu'il avait réutilisé la même sauce un peu. Et là, pour moi, c'était moins vrai. Mais ça n'empêche que c'est toujours un gars qui était visionnaire. Ouais, justement, c'est ces clips qui sont pris des fois sur le vif aussi. Je sais pas si vous connaissez Lyrical Lemonade. Je crois que c'est le type c'était déjà il y a quelques années, et qui est devenu millionnaire justement juste en allant filmer des rappeurs toutes les semaines, tous les jours quasiment, qui étaient pas connus du tout, mais qui du coup ont commencé à prendre beaucoup de hype, juste parce que justement c'était filmé par ce type-là qui a un œil incroyable et qui fait un travail très il est extrêmement rapide. Le truc est sorti du four et toujours excellent, quoi. C'est un visuel qui par la suite a vraiment impacté YouTube, on va dire. C'est un peu
le fast-food des clips, mais en même temps tout en étant très artistique. Je pensais à la déchéance des réalisateurs. J'adore. Dans le milieu hollywoodien, du coup, vu que c'est l'Empire qui contrôle tout, notamment non, je ne vais pas citer son nom pour l'instant, mais on va prendre Mel Gibson, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste arrive à se retrouver tout en haut et finisse par chuter, et puis par la suite est réhabilité? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ces gens qui ont été descendus, qui étaient très hauts, et qui ont été descendus par le milieu, pour certains scandales et tout ça, qui ont, je pense dans ta question, il y a aussi genre, des scandales qui sont dirigés, parce que genre, je pense que tout le monde est au courant. Comment ça se fait qu'ils sont, comme tu dis, réhabilités, c'est ça? Ouais, réhabilité, ouais. C'est l'opinion publique, tout ça. Moi, je pense Qui que- décide. Je pense pas que c'est Non. l'opinion publique. Bah, bien sûr. L'opinion publique, Dans le elle sens où est- c'est pas en rapport avec ce qui C'est le réseau et les contacts. artistiquement. Non, c'est pas l'opinion publique. Oui, mais ton réseau et tes contacts dans ce genre de milieu-là, si ça parle, s'il y a une mauvaise rumeur sur toi, ils vont plus te calculer. Ah, tu dis la Le contraire. lendemain, il y a Non. plus cette mauvaise rumeur sur toi, ils vont recalculer. Oui. Tu vois, et ça, c'est pas tes contacts qui vont influencer l'opinion publique. c'est Non, mais la l'inverse. manière dont on communique sur ton scandale, C'est ça. Ça peut être, Non, mais c'est ça, ça. toi, t'as aucun contrôle là-dessus. Non, mais toi, de toute façon, bah, si t'as les contacts, oui. Mais en fait, regarde, c'est. Regarde, même un gars comme Weinstein, surpuissant, il s'est fait éteindre. Il s'est fait éteindre, pourquoi? En fait, c'est ça le questionnement. Genre, Mais lui, il a- c'est dingueries, Ouais. il les a fait, Ouais. tout le monde était au courant, parce que c'est un milieu où tout se sait. Et en fait, le truc qui est très intéressant dans l'histoire, c'est pas en fait que c'est une merde. Il y a 20 ans, c'était déjà une merde, ce gars, tu vois. En fait, c'est pas ça le problème. C'est comme le truc sur Depardieu. C'est regarde quand ça sort. En fait, c'est quand ça sort, ces gens avaient des casseroles sur eux depuis un moment, et c'était juste l'arme. Un moment, en fait, ils sortent du chemin qui est indiqué. Ils ont tous un chemin indiqué. Quand tu rentres dans un milieu comme ça qui est énorme, t'as un chemin qui est indiqué. Genre, fais pas d'erreur, autrement, t'es fini. Et en gros, c'est très simple. Weinstein, il était plus utile à un certain moment. Donc voilà, c'est vrai, c'est comme Puff Daddy maintenant, on peut aller dans la musique. Mais Puff Daddy, tout le monde le savait. Les rumeurs sur lui, elles sont de lointaines, tu vois. Genre, combien de gens parlaient de lui, on dit des choses, des dingueries et tout. Et maintenant, c'est un peu genre, ils font tous les étonner. Tu sais, c'est un peu ce truc-là, que un peu toute la masse fait genre, ah non, mais c'est incroyable. Toutes les actrices Weinstein, là, tu sais, genre, elles étaient toutes en train de le prendre dans les bras, de le remercier pendant des cannes et tout ça. Merci à Weinstein pour tout ce que t'as fait, nanana. Puis après, d'un coup, et ça se plaint, ça fait des sortes de complaintes de non, mais c'est horrible ce qu'il a fait et tout. Vous étiez les premières à savoir ce qui se passait, et les premiers à savoir ce qui se passait, mais vous l'avez fermé parce qu'en fait, vous faites partie d'un milieu. C'est comme une famille, hein. Tout le monde se met à dos quelqu'un parce qu'en fait, maintenant, il faut se mettre à dos. Donc en fait, l'opinion publique, elle est totalement dirigée. Tu vois, genre, Weinstein, on va l'oublier. Et comme tu vois, Kevin Spacey, maintenant, il essaie de se faire oublier, il essaie de revenir un peu sur, en tant qu'acteur, avec ces trucs pédos qu'il a eu, il essaie de remonter un peu, mais il veut juste remonter parce que là, en fait, il faut refaire de l'argent, il faut refaire une carrière parce que là, il est grillé de partout alors que c'était un des plus grands acteurs. Mais ce milieu-là, il est pourri de l'intérieur. De base, ça a toujours été un truc pourri de l'intérieur. Tu sais qu'une personne qui est descendue, c'est dirigé. Tout le monde savait que c'était une merde, tu vois. Donc en vrai, l'opinion publique, je dis juste, t'as raison sur le point que la réaction publique, elle est normale et c'est elle qui décide, mais elle est dirigée. Genre, on va te dire à quel moment tu dois t'offenser. Après, j'ai pas d'exemple là de gens qui ont été forcément accusés. Enfin, il y en a, mais je sais même pas si c'est vrai, tu vois. Mais par exemple, un Luc Besson, tu vois. Je sais pas, moi, s'il a fait des mauvaises choses. Il a fait ou des pas, tu dingueries vois. à ce qui est Ok. possible. Maintenant, imagine, t'es accusé, tu vois. Le public, il s'en fout de savoir si t'as été jugé ou pas. Il y a eu une info, tout le monde en parle, ok. Ouais. Dès que tu seras jugé, et peut-être innocenté, tu vois, tu peux être sûr que personne ne va en parler. Donc, ça va s'arrêter sur une image. Oui, la culpabilité. Tu vois, sur une Oui, image de culpabilité. Et c'est dans ce sens-là où je dis que tu peux te faire éteindre avant même d'être vraiment éteint, en fait. Avant même d'avoir eu... si Avant une condamnation. Si t'es au mauvais endroit, si... Ouais, après, moi, je sais pas, en vrai. Même les mecs qui sont jugés non coupables, ça se trouve, ils sont coupables, en vrai. Je sais pas, tu vois. Mais C'est pas parce que t'es acquitté que t'es pas coupable. Voilà, mais accusé coupable, c'est pas la même chose. Ouais, mais il n'y a pas de différence aux yeux des gens, aujourd'hui. Bah en fait, ça pourrit déjà ton image. Rien que les recherches Ouais, internet, bah ouais. tu vois, ça Bah mettra déjà que t'es associé à des choses. Fini. Mais ça, le système le sait, de toute façon, dans un certain sens. On va parler de système, hein, je vais faire le conspire de balle, mais dans le sens. Ils savent très bien que quand il faut descendre quelqu'un, peu importe si la rumeur est fausse, rien que de balancer la rumeur, c'est sûr et ça. Même s'il n'y a pas de jugement. Hein. Tu vois qu'on était à l'école aussi, qu'on était plus jeune. Hein. Il y avait quelqu'un qui avait une réputation qui était créée par quelqu'un qui l'aimait pas. Même avant les réseaux, moi je me souviens, parce que maintenant j'ai même pas les plus jeunes qui ont des téléphones et des photos et des vidéos preuves, mais ça doit être une dinguerie. Parce que quand quelqu'un était traité de quelque chose, avait fait quelque chose,
une meuf avec un mec avec une meuf. C'était fou. Et il n'y avait aucune preuve, rien. Ouais, le jugement de l'opinion publique, il est extrêmement violent. Mais après, en tant que réal, tu dois aussi pouvoir t'en détacher. Genre, je pense que c'est extrêmement difficile. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont vachement discrets. Keanu Reeves, il est ultra discret. Il n'y a pas de scandale sur lui, hein, mais lui, il est scred. Tu vois, il ne fait pas d'interview, il y a des gens qui Croise dans la rue, quoi. Il y a tout le temps des vidéos de lui en train de... Ouais, maintenant c'est un peu l'exemple du bon gars qui est un peu. Mais les gens, il y a aussi des gens, genre, ils vont faire des promos tout le temps parce qu'en fait la production leur demande d'aller faire des promos, donc ils sont médiatisés. Puis après on leur fait, vous pensez quoi de la Palestine en ce moment? Puis après ils sont dans un truc coincé. Puis en fait ils ont leur carrière qui a commencé. Je sais pas, c'est 50-50. En fait il y a tout ce truc là un peu de dès qu'il va sur un plateau, il accepte en fait que c'est plus juste un taf, c'est une personnalité et maintenant il va rentrer dans quelque chose d'autre, tu vois. Et qu'en fait maintenant tous ces gestes, ces faits et gestes en fait vont avoir une répercussion énorme sur sa carrière et sur sa vie. Donc c'est aussi un choix, mec. Il y a des artistes qui vont jamais sur les plateaux. Besson, tu le vois pratiquement jamais sur les plateaux maintenant. Parce qu'il a des casseroles aussi, tu vois. Moi après c'était le retour aussi, ce qui fait qu'on réhabilite la personne. Je pensais justement Mel Gibson. Mel Gibson qui a eu des gros problèmes au bout d'un moment dans sa carrière, surtout après la réalisation de La Passion du Christ. La Passion du Christ, qui est un film à revoir. Enfin, je le conseillerais vraiment aux gens de revoir ce film, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques envers ce film, alors que c'est fait par quelqu'un d'authentique, vraiment, et avec de la foi. Et ça, c'est hyper important dans le cinéma, selon moi. Pas seulement la foi religieuse, mais la foi en ce qu'il fait, donc vraiment en son art, etc. Et le film transpire ça. Quand on regarde la suite, le Apocalypto, c'est un de ses derniers films qu'il a fait il y a déjà presque plus d'une quinzaine d'années, qui est aussi un coup de pied dans la fourmilière hollywoodienne pour dire une autre manière de voir le cinéma. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc c'est un film qui se passe pendant... comment expliquer cette période C'est avant la conquête espagnole. Avant la conquête espagnole sur l'Amérique, et qui raconte l'histoire d'un jeune type qui vit dans une forêt avec sa famille, etc. Enfin, c'est des Indiens. Le pitch est assez long à raconter, mais en gros, Mel Gibson met le doigt sur quelque chose sur le diable à Hollywood, selon moi. Il expose d'une certaine manière l'empire qu'il contrôle par la métaphore en fait de la société dans laquelle ce personnage vit, et en gros le type se fait emmener par les Mayas. Ouais, ce Maya Inca ou Aztèque. Inca, etc. Et ils finissent en haut d'une pyramide où on décapite, on sacrifie les gens. Il expose un espèce de monde un peu kabbalistique qui vivait sous l'influence des rituels, ce genre de choses. Peut-être des références à Hollywood, on en parle de temps en temps, et qui du coup, en faisant ce genre de film, on sait que c'est des films qui ne plaisent pas en fait le plus souvent à la masse et aux productions. C'est-à-dire que c'est des films qui sont un peu trop engagés d'une certaine manière, parce que le réalisateur est fou, mais fou dans le bon sens. Et d'un point de vue de sa vie privée, il a eu aussi beaucoup de problèmes. Il a eu des problèmes avec l'alcoolisme, avec les femmes, etc. Ce qui fait que, un peu comme les réalisateurs dont vous parliez avant, il a eu des problèmes avec certains lobbies aussi, parce que c'est quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche, donc du coup, quand il y a quelque chose qui va pas, il le dit. Et il faut pas dire certaines choses des fois quand tu es enregistré. Et Mel Gibson l'a fait, et du coup, à un moment, il était persona non grata à Hollywood. Mais au bout d'un moment, je pense que c'est surtout le temps en fait qui fait que les choses changent. Soit on t'oublie, soit ça change. Hein. Soit tu finis comme, je sais pas moi, Alan Théo, chanteur français qui a fait un tube dans les années 2000. Enfin, j'en sais rien. Et trop de références. C'est Monsieur Ref. Hein. C'est un exemple pour dire comme quoi tout ça c'est fait de rien. Le podium sur lequel tu peux te trouver au bout d'un moment, en fait, dans ton succès, etc., tu peux vite déchanter et chuter. Mais revenir aussi. Après, je pense que là, il y a une diff juste entre, même si le traitement il peut paraître similaire, entre ce qu'il a vécu, donc Mel Gibson, donc c'est en rapport avec son film, tu vois, ou ce qu'il fait artistiquement, son travail, et un Kevin Spacey où c'est de l'ordre de la vie privée. Ouais. Et quand tu as, on va dire, un sorte de bad buzz, tu vois, où tu vas te faire boycotter à cause d'un film, ça va changer. Avec le temps, ça peut changer parce que t'as des gens, même si ton film, on n'en parle pas, t'as des gens qui vont diguer, qui vont trouver, qui vont regarder, qui vont apprécier. Et finalement, ton film, peut-être, ça va devenir un classique. Et là, d'un coup, tout le monde va crier au génie. Comme c'est qui le réalisateur français, là, Gaspard Noé? Non, je sais pas si c'est lui, qui a fait Irréversible. Oui. Tu vois, lui, quand il l'a diffusé à Cannes et tout, à l'époque,
les gens ils sortaient de la salle, tout le monde Tu sais l'insultait. que même Tarantino avec Pulp Fiction. Hein. Tout le monde... Ouais, mais on va parler de Terminal. On parle de Terminal, les gars. Viens, on va terminer Terminal. C'est quoi Terminal? En gros, ouais, c'est ça. Ils ont refait H. En gros, en fait, ils ont repris les. Comme ce que TF1 avait fait pour les inconnus. Là. Ouais, là, l'émission spéciale inconnue. Mais en vrai, C'est la même. ils ont même pas refait H. Ils ont repris les codes comme H d'une sitcom dans un Mal univers écrit. aéroportuaire. Tu Mal vois, joué, mal c'est- écrit. et ouais, et puis t'as Ramsey aussi dedans. Et je pense Canal+, ils ont même pas lu le scénario. Ils ont dit, ok, go, on vous fait confiance. Vous êtes drôle, vous êtes derrière H. Non. Il n'y a même pas de public, je pense. Si. Il y a un making of. public, ouais. Il y a un public et il y a un plateau qui tourne et les gens ils assistent au tournage, tu vois. Maintenant, est-ce qu'ils retournent dans des H. scènes, etc. Je sais pas, sûrement. Mais il y a un public qui est là, qui réagit. Même les rires, c'est pas tous les rires du public, ils en ont rajouté. Hein. Mais il y a un public qui est là, donc je pense que ça les sauce. Ils se disent, on est en train de faire quelque chose de grandiose. Après, le public, tu leur mets des Ramsey, des Jamel Debbouze, ils ont déjà tu leur mets des Mr. V, Mr. V. Ils disent que c'est des meilleurs. Le problème, c'est l'écriture, juste. Enfin, c'est avant, tu vois, c'est trop tard sans le tournage. Ou à la limite, tu peaufines tout ça, mais c'est trop tard. Terminal, ils ont fait une des pires séries françaises de l'histoire, je pense. C'est la prod qui a l'influence totale maintenant sur le créatif. Donc le créatif, c'est une excuse. C'est juste une excuse. C'est genre, de toute façon, c'est jamais, ça va passer. C'est vrai, de ouf, la prod, la production, l'argent, en gros, elle décide presque tout. Mais t'as quand même en France un public moyen, très moyen, qui consomme de la De la merde. merde. Donc forcément, ça va faire On va des pas se entrées. mentir, c'est vrai. Maison de retraite de Oui. les films à Philippe Lachaud, tu vois, tout ça. Frère, si Hanouna, ça Terminal fonctionne, c'est même, pas pour rien, ça va c'est- trouver un public. C'est des questionnements aussi que les producteurs font. À ce moment-là, j'avais entendu dire qu'ils avaient fait une étude comme quoi ils voulaient savoir quels étaient les spectateurs qui venaient dans les salles de cinéma. Et ils se sont rendus compte qu'après le Covid, il y a évidemment une diminution en fait, des spectateurs. Une grande partie en fait, des gens qui venaient voir les films français, etc. C'était majoritairement, je sais pas, imaginons les gens du secteur tertiaire ou par exemple les professeurs, ils avaient leur carte, etc. Et passaient du temps aussi. Sauf que maintenant, les choses ont changé. On se retrouve beaucoup plus sur les plateformes. Un film français qui va sortir au cinéma pourrait très bien finir sur une plateforme comme Netflix ou autre. C'est ce qu'on observe maintenant avec Amazon, etc. Ils récupèrent le tout. Ça devient presque des espèces d'hybrides téléfilms, mi-films, etc. dans lesquels ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Ils dépensent des millions. Je sais pas, on prend Medellin De Gaston Bide. de Gaston Bide. Moi, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que C'est un nanar. c'est un nanar, etc. Et limite, il y a le second degré qui va avec, à part Gaston Bide qui se prend vraiment au premier degré. Bien, mais Gaston. Et donc, c'est vraiment un festival de bêtises, de trucs où, déjà des références de films sur la drogue, sur les cartels, tous ces trucs-là, faits à la sauce française. En fait, je remarque que c'est toujours la même lessive qui nous rebalance, que ce soit Michael Youn à une certaine époque, enfin Fatal le film plutôt, que j'ai trouvé vraiment excellent. Ah, mais à côté d'un Medellin, c'est un chef-d'œuvre, Fatal. Hein. Medellin, c'est. Parce qu'il y avait encore du créatif. Voilà. Et il était initiateur du projet. Sur le film, le mec, il tournait, il était acteur et il était réalisateur et scénariste. Le mec faisait tout. Et il a quand même réussi un beau bébé, tu vois. Pour dire que dans le cinéma français, il y a tout. Il y a des surprises aussi qui arrivent. Il n'y a jamais de réelle prédiction. Tu peux jamais réellement savoir qu'est-ce qui va marcher. Là, récemment, le dernier film à la mode, c'est le truc sur les handicapés, là, avec... Avec Cassel. Non, pas avec. Non, avec Artus. Avec Artus, ouais. que j'ai pas vu. Ouais, mais que j'ai envie de voir. Que du coup, on a envie de le voir. Ouais. Bon, après, il y a eu un buzz, etc. aussi. Ouais, par rapport- voilà. Et ça refait tout ce truc, c'est le bouche à oreille, etc. Les gens en parlent. Qu'est-ce qui fait que ce film, pourtant c'est pas un film où ça pète, il y a des explosions, etc. C'est pas un film qui est forcément destiné aux salles, mais comme c'est fait peut-être d'une certaine manière avec de l'authenticité, il y a un message derrière, mais vrai, et une implication réelle en fait de toutes les personnes qui ont participé au projet, mais c'est ce qui fait que le film a une identité et devient Toi, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, mais j'en parle comme si... Ouais, mais en fait, des fois, tu vois, genre, c'est dans l'air du temps, et c'est pas pour autant que c'est mauvais. Tu vois, dans le sens, c'est peut-être politiquement correct, mais c'est pas forcément mauvais, tu vois, c'est pas forcément un produit. Bien sûr. C'est pas des films pédagogiques au max, tu sais, ou genre, je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou tout ça, qui sont en fait des répétitions de trucs qu'on connaît par cœur, en fait, qui existent dans le cinéma depuis longtemps, et
Et en fait, c'est fait sur du cliché constant. Le message, c'est pas le problème, c'est la façon dont tu le présentes, tu vois, je pense. Tu vois, par exemple, là, moi, ça me fait penser au film Hors Norme de Vincent Cassel Ouais. et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui. Moi, j'ai trouvé que relativement, c'était un bon film, mais je sais qu'une des critiques qui leur a été faite, et c'est notamment une association qui a dit ça, le propos, tu vois, normalement, il est centré sur le handicap, mais je pense aussi pour montrer l'existence de ces associations et les difficultés qu'elles rencontrent. C'est comme si les handicapés faisaient partie du paysage et n'étaient pas justement protagonistes centraux du film. Et c'est peut-être pour ça que le tien, que tu as mentionné juste avant, a fait peut-être un peu buzz, parce que justement ils sont au cœur, et c'est pas un prétexte. Ouais, un prétexte, ouais, voilà. Il a réussi à mettre la lumière sur les handicapés. Sans avoir de la pitié. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça, tu vois. On s'est regardé, je leur ai donné des rôles au final, et puis ils ont totalement participé au film, et le film, c'est leur film, et c'est eux, non. Mais maintenant, Artus, et moi, j'aime bien Artus, hein. Lui, comme il se surfout de la gueule des handicapés, je pense qu'il a réussi à faire vraiment les deux, un mix des deux. Faire ce qui le fait marrer lui. Après, j'ai pas vu le film non plus. Hein. Et à la fois. Ouais, mais comme il l'a présenté, tu vois. Personne ne l'a vu. Ouais, en tout cas, de ce que j'ai vu autour et du buzz un peu qu'il y a eu autour de ce film, le beau message qu'il y a eu derrière en France, c'est en gros, ouais, voilà, il a fait participer des handicapés et c'est bien de parler d'eux et non. Maintenant, il faut aller voir le film et voir si c'est un film en vrai où on rigole un peu mais que ça fait un peu pitié et que truc, ou si c'est vraiment drôle et il allume les handicapés. Parce que moi, je vais voir un film comme ça, j'ai énormément de respect pour les handicapés, mais j'espère qu'il allume les handicapés dans ce genre de film. Je vais rire pour ça. J'aimerais trop juste qu'on cut ce moment-là. C'est genre, tu sais comment on dit qu'il y a une carrière, c'est genre, ouais, j'espère qu'on va se foutre de la gueule des handicapés quand même, parce que moi j'aime ça. Parce qu'on parle d'Artus. Tu regardes les spectacles d'Artus, Il est violent. il est violent quand même, tu vois, mais il leur donne en fait, il les fait participer à l'humour. Moi, je pense, c'est comme si t'es pas handicapé, ok, mais tu vas voir un spectacle et le gars il commence à t'allumer, à tailler, à non. Si t'as de l'humour, tu vas rire. Oh, tout dépend comment c'est fait. Non, mais je pense que c'est la pire des choses à faire. La pire des choses à faire en tant qu'humain, la pire des choses à faire, c'est d'avoir un handicapé dans ton entourage ou de connaître, par exemple, au taf, t'as un handicapé, un gars en chaise roulante. Oui, d'en faire un sujet. Et en fait, d'avoir peur. De toucher à c'est genre, ouais, je vais courir aujourd'hui. C'est genre, pas oser. C'est genre, c'est un peu cette peur, en fait. Mais en fait, la personne qui est handicapée, genre, tout ce qu'elle veut, c'est traiter normalement, tu vois. Donc, en fait, faire des blagues là-dessus. Et au contraire, le fait que tu vas blaguer avec cette personne-là, Ça, pas tout le de monde ça, le comprend. mais en fait, c'est pour tout. Après, peut-être t'as des handicapés qui le prendraient trop mal, hein. On sait pas. Ouais, mais Bon, après, c'est comme chaque humain. Chaque humain le. Un handicapé peut être un pauvre con, tu vois, genre, je sais pas, moi j'ai. Ouais, Et tu mets ça aussi. C'est genre vraiment. Genre, moi, il y a très longtemps, la vie de ma mère, là, il y a très longtemps, j'ai. Te lâche pas trop. Non, c'est une réalité, je te jure. Non, mais c'est pas méchant. Non, mais c'est une vérité. Et ça m'a mis une claque, en fait, j'ai compris des trucs. Je connaissais deux meufs et tout, on était à l'école ensemble, elles avaient ramené un pote à elle, tu vois. Il était aveugle. Ouais. Je sais pas. Moi, j'entends du ricanement. Mais c'est vrai, il était aveugle. Et la vie, pendant les 2 premières heures, j'étais super gentil avec lui. J'étais super gentil, pas trop gentil, mais j'étais super gentil. Je l'aidais, attends, je t'aide à sortir et tout. C'était un pauvre con. C'était un pauvre con. Il était détestable, mauvais comportement. Et à un moment, genre, je me suis énervé avec lui, je me suis embrouillé. Non, mais. Tu lui as pas mis une claque quand Non, même. non, mais non, Ah, c'est ça. il l'a pas vu venir. Non, mais. Ah la chienneté. Non mais. En fait, en gros, on s'est embrouillé et tout parce qu'en fait, il avait un mauvais comportement. Il était pas gentil avec les meufs, il était pas gentil avec Wam, alors qu'on était cool, tranquille avec lui, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme cette image, genre, ouais, genre les pauvres, c'est des gens gentils. Non, gars! Non, ça veut rien dire, frère. Je t'en connais plein des pauvres qui sont pas gentils, gars. Et comme je connais plein de pauvres qui sont sympas, ça veut rien dire. En fait, c'est comment tu gères ta condition. Tu vas toujours avoir du respect pour quelqu'un qui a un malheur personnel, qui va être humble, qui va gérer ça. Tu auras toujours plus de respect que pour un gars qui se plaint. Et ça, peu importe le mal. Et ça, c'est un truc qu'on a un peu animal entre nous. Genre, n'importe qui se plaint autour de toi, ça va te tendre, tu vois. Genre, parce que t'as de la tiepse et tout, tu vois. Mais à un moment, genre, t'attends que la personne, elle soit forte, elle soit courageuse, tu vois. Cet exemple-là, il est malheureux, mais la personne se comportait mal de ouf. Mais Parce que les gens, ils veulent trop qu'on soit tous égaux. Et c'est faux. On n'est pas égaux. Déjà, les hommes, les femmes, physiquement, on n'est pas égaux. Personne, on n'a pas les mêmes, on n'a pas le même n'a pas les mêmes chances dans la tu vie, vois. frère. On n'a pas les mêmes chances dans la vie. Il y en a qui ont des handicaps, il y en a qui ont perdu des parents. Non, on n'est pas égaux. À partir de là, tu joues avec tes cartes, malheureusement.
voilà. Arrête-toi là, Je sais pas comment conclure, mais Conclue pas. mais en vrai, Conclue pas. Bonne transition. Ouais. Allez, nouvelle. Allez, prochaine question. Moi, en vrai, j'en ai une. Mais c'était très. Moi, je trouve que c'est très réel. Ce que tu ouais, mais sans blague. Et je- Non, parce qu'il y en a marre dans cette société, on peut rien dire. Non, t'as la cagoule, toi tu peux parler. Ah, je m'envie là. Mais même, je trouve que t'es presque même avantagé parce que quand tu réussis alors que t'avais 0 carte, tu peux encore plus flex. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on cherche. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui. Tu vois, maintenant c'est devenu hype de vouloir jouer le mec de test. Ouais. Alors que de base, être un mec de On test. met en Gucci Être une avec souffrance. des chaussures à 4000 balles et Mais ça rejoint un truc, de nouveau, dans le domaine artistique, c'est, comme tu parles du rap, se jouer se créer une street crédibilité quand on n'a pas. Jouer en fait sur quelque chose un milieu que tu connais pas, et je pense que c'est pareil dans n'importe quoi. De nouveau, hein, le cinéma, Scorsese a grandi dans un milieu italo-américain dans lequel il y avait énormément d'influence, il a observé en fait des choses autour de lui. Coppola c'est pareil, énormément de gens en fait ont vu en fait étaient très observateurs vis-à-vis de tout ça. Ce qui fait qu'ils ont pu assimiler en fait tout ce qu'ils observaient en fait et le rebalancer. C'est la même chose pour le rap. C'est clair que si t'as aucune compréhension sur un sujet sur lequel que tu maîtrises pas, c'est clair que les gens vont pas te prendre au sérieux. Mais c'est le principe que tu dis, c'est comme un tel Scorsese, tout ça, mais c'est pour ça que des fois il y a des râles, ils touchent à des sujets qu'ils connaissent pas. Ouais. Je pense qu'ils les font mal. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont les faire mal, mais c'est aussi une question où est-ce que Mais ils ont, ouais, ou bien ils ont pas d'amour. ils ont de l'amour et ils observent de nouveau. C'est comme un acteur qui va préparer un rôle. Ouais. Pas Tom Cruise pour Collatéral, il fallait qu'il joue un espèce de tueur à gages invisible. Donc le type a commencé à rentrer vraiment dans un rôle où il rentrait dans des pizzerias, il mettait une casquette et il se faisait croire que non, je suis pas Tom Cruise, tu vois. Et en fait, il se crée un univers Ouais. pour vraiment rentrer totalement dans le rôle. Mais après, je pense que l'acting est différent. Parce que Ouais, la l'acting. légitimité dans la réalisation ou dans la musique est différente. C'est vrai, c'est vrai. Parce que la légitimité, moi, par exemple, faire un film sur le viol, je me verrais mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que c'est des sensibilités que moi je n'ai pas vécues et que je ne pourrais pas raconter même à travers des récits qu'on me donnera. Mais si par exemple tu tournes un film et qu'il y a une scène du coup de viol, tu dois quand même te poser la question à savoir comment est-ce que je vais devoir la tourner cette scène. Non, mais plutôt dans comment il faut la vivre. Déjà pour raconter, je pense, en tant que réal, il faut vivre une chose pour la raconter. De près ou de loin, il faut la vivre. Et si tu as vécu le viol, que ce soit le viol, en l'occurrence là on prend un exemple très violent, mais le viol par exemple, je pense qu'un réal doit l'avoir vécu de près ou de loin pour le raconter dans les plus précis détails. Ouais. Et c'est comme tout, moi après je pense qu'un réal ne peut pas raconter tout et n'importe quoi parce qu'il a eu des récits. Non, je pense que tu dois être touché de près ou de loin parce qu'il y a l'écriture que tu fais avec le cerveau, mais celle que tu fais avec le cœur est différente. Ouais. T'es pas forcément obligé de venir d'un milieu pour pouvoir parler de ce milieu. En tout cas, moi, c'est ma position. Mais par contre, tu dois tout le temps avoir un médiateur. Donc passer par quelqu'un et aller sur le terrain pour savoir de quoi tu parles. Mais même, je pense qu'il aura des détails que personne ne pourra lui donner. Le cinéma, c'est comme la musique. Bon, après, c'est un autre délire, mais le cinéma, c'est comme quelque chose qui vient du cœur. Tu vois, il faut juste pas. Je pense pas qu'il faut juste s'imprégner du milieu dans lequel tu vas et t'imprégner des récits des autres. Je veux dire, des récits des acteurs que tu vas prendre. Je pense qu'il faut que ça vienne vraiment de toi et que ça t'écrive avec le cœur, quoi. Je pense que la légitimité, en tout cas dans la réalisation, dans le scénarisme, en tout cas, en tant que scénariste, je pense que la légitimité d'écrire certaines histoires doit venir. Je veux dire, tu dois avoir une certaine légitimité à raconter certaines choses. Ouais, parce qu'il y a des choses que. Il en parlait là, comment il s'appelle déjà? Putain, grandissime acteur. Gambit. Denzel Washington. Merci. Ah oui. Voilà. Denzel, dans une interview, il avait dit, genre le journaliste lui avait demandé, genre, mais pourquoi en fait il fallait que ça soit un Renoir qui fasse ce film, tu vois. Ouais. C'était un film qui parlait des Afro-Américains, parce que c'est la thématique, c'était dans cet ensemble-là, tu vois. Il disait non, il doit pas être Renoir, mais en fait, il doit avoir la culture. Lui, il sait l'odeur des cheveux crépus qu'on lisse pour aller le dimanche à la messe ou un truc comme ça. Il disait un truc comme ça, tu vois. Il connaît ces détails-là, en fait, tu vois. Et en fait, il faut qu'il ait la culture, tu vois.
Un blanc pourrait le faire s'il a été dans une communauté d'afro-américains, tu vois, dans un quartier, il pourrait le faire. C'est même pas la couleur, c'est la culture. Un gars à Genève qui veut faire un truc sur la mafia italo-américaine, il est fini. Mais il se déplace, il va sur le terrain. Après, justement, ça, tu peux être touché de près ou de loin. Tu peux être inspiré. Mais tu peux être touché, je pense, de près ou de loin. Que ce soit pas toi forcément, mais quelqu'un de ta famille ou de ton entourage. Oui, oui, bien sûr. Un lien, tu vois. Mais il faut avoir une sorte de lien, du moins une fascination constante. Et pas juste, en fait, ok, ça c'est un sujet, il me plaît bien parce que j'ai vu 2-3 films là-dessus, tu vois. Je pense qu'il y a un truc aussi, genre tu peux faire des rapports, des inspirations, mais refaire exactement un truc qui ne correspond pas du tout à un monde que tu as connu. Je pense qu'il y a un souci. Mais parce qu'il y a certains, par exemple, des odeurs, tu peux pas les décrire. Ouais. Tu peux pas, tu dois les avoir vécues pour savoir ce que ça sent. Mais si Rien tu que vas ça, sur le toucher, mais je te parle vraiment de scènes, de choses spécifiques, tu vois. Par exemple, représenter un foyer, tu peux le faire, tout le monde peut le faire, je pense, si tu as un minimum d'intérêt. Maintenant, parler des douleurs de ceux qui sont résidents là-dedans, c'est autre chose. Je pense que c'est autre chose parce que si toi-même tu ne l'as pas vécu, si tu n'as jamais été dans leur position, il y a certaines choses que tu ne pourras pas avoir. Certaines choses qui dépassent même le récit. Ouais, exactement. Si par exemple tu dois faire une scène justement dans un foyer où tu n'as pas vécu forcément cette vie-là, moi je pense qu'en tant que scénariste, c'est là où tu dois faire preuve, tu dois être assez intelligent pour même presque faire écrire tes dialogues par les gens du foyer, tu vois, avec leur manière de parler. Et là, tu vas pouvoir retranscrire quelque chose que tu as mis pièce par pièce, tu l'as mis ensemble, mais c'est pas toi qui as écrit ça. Moi, je pense que même un scénariste qui a 50 ans d'expérience, tu peux pas te mettre dans la peau d'un milliard de personnalités différentes. C'est pour ça que l'acteur aussi il est important par son inspiration et son travail en amont. Après l'acting, C'est le mimétisme en fait. C'est ça. Il observe, c'est de nouveau, c'est à chaque fois de l'observation. Même un dessinateur, quelqu'un il reproduit en fait quelque chose qu'il regarde et il essaye de s'approcher le plus possible de la perfection. Enfin, d'une certaine manière, mais quand tu t'inspires, tu disais un film italo-américain, tu peux tout à fait le faire. Mais ça va donner du Gaston Bide, du coup. Tu vois, parce que c'est à ce moment-là, Si tu fais pas le travail de fond. Voilà. Donc ça reste en surface, ça va être très léger et ça peut être proposé, mais ce sera du second. Mais ça sera la vision d'un Français qu'il a sur nanana. Et ça sera. Tu vois, mais tu peux en faire un truc. Pattaya, il était à fond dedans parce que je pense qu'il traîne avec des gens qui vont à Pattaya chaque année. Qui vont faire la fête à Pattaya. Exactement. Après, moi je pense que j'ai un œil encore plus critique par rapport à Pattaya. Pourquoi ? Parce que par rapport à Pattaya, moi je trouve que c'est la suite de. Comment ça s'appelle ? Les Kaira. Ouais. Pour moi, le souci, c'est que quand tu fais de la comédie sur des gens qui font polémique, en l'occurrence, par exemple là, ils jouent le gars de quartier dans Pattaya, tu vois. Quand tu vas dans la comédie en te foutant un peu de leur gueule, il faut que tu en fasses partie. Pour moi, Parce que là, le problème qu'il y a eu avec Pattaya, par exemple, c'est que ce gars-là, Franck Gaston Bide, il vient d'extérieur pour jouer le gars de quartier un peu con. Tu vois, et là, du coup, ça décrédibilise tout un quartier, et même lui-même, ça le décrédibilise en premier. Et je pense que là, la légitimité, il l'a pas. Mais encore. Il a beau s'entourer de qui il veut, là, la légitimité. Ouais, mais encore, tu vois, son rôle de Golemont de Cité, comme il a dans Kaira et dans Pattaya, je trouve, ça va, tu vois, c'est marrant encore, tu vois. Mais après, quand il commence à faire, même dans Validé, il fait le producteur alors qu'il a pas de légitimité. Ouais, et si t'as déjà été dans un stud, rien qu'en tant qu'accompagnateur, tu vois. Non, mais il y a des trucs en fait que tu vois, genre, mais ils ont jamais traîné dans un stud. C'est tellement chelou, c'est tellement inhabituel. Maintenant, encore une fois, le public moyen français aime ça. Mais parce qu'il ne connaît pas ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu vas peut-être plus faire d'entrée de streaming avec ça qu'avec un truc crédible. Je sais pas. Mais il y avait presque Je suis pas d'accord. Ces détails détails-là, ces détails de véracité dans son jeu déjà, de producteur, il aurait pu les ramener, ça aurait rien changé. Je suis d'accord. Ça aurait rien changé. Ouais, exactement, ça aurait rien changé, ça aurait pas été. C'est des détails, hein, mais clairement, DJ Snow, Mastar. Ousni et la crime qui fait une apparition aussi. Non, mais après, nous, on parle de la Suisse. On est observateur de la France, tu vois. Donc, peut-être qu'avec des Français, peut-être qu'ils sont fascinés vraiment par ça, tu vois. Mais pour nous, d'un œil extérieur, les gars, validés, c'est pas validé. Non mais moi j'ai regardé, j'ai les 2 saisons, j'ai tout vu. C'est divertissant, hein. Mais c'est une insulte, mais. Ouais. Mais en fait, c'est divertissant, mais parce que tu prends pas au sérieux le dramatique qu'il y a dedans. Mais alors que cette série porte quand même un gros bagage sur... Je veux dire, Franck Gaston Bide, il porte quand même un gros bagage sur ses épaules parce que c'est la première série qui est sur le rap. Nouvelle École, c'est différent parce qu'ils ont copié un format américain. Oui, mais regarde,
Le casting, t'as des milliards de pépites qui méritent réellement, qui ne savent ne serait-ce que kicker, tu vois. Et là, ils ont pris que des gars, ça faisait depuis 3 mois qu'ils étaient rappeurs, ou des... Je trouve que c'est trop mal fait, c'est fait à la va-vite. C'est de la télé-réalité, tu vois. Mais il n'y a pas d'amour. Et moi-même, je regarde Validé parce que c'est de la télé-réalité. Nouvelle école, tu peux te régaler devant parce que c'est marrant. Mais encore une fois, c'est gênant, tu vois. Encore une fois, là, le débat, c'est sur moi, ma vision. Si tu dis le public français, il aime ça, c'est parce qu'il n'y a que ça comme offre. Ouais. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui débarque avec peut-être un produit bien fini et tout, qui peut-être un background avant, tu vois, pour pouvoir défendre son produit. J'ai le background. Ça. Je sais, j'ai accentué, je sais que ça te fait bader. Et tu vois, je pense peut-être là, on peut... Après, rien que, par exemple, la réalisation que tu donnes à l'équipe Courtrage-Mais, t'auras eu toute une autre... Ben voilà. Tu vois, Courtrage-Mais, c'est brut. C'est stylé. En fait, tu regardes, c'est stylé. Qu'est-ce que vous en pensez de Athéna? Moi, je l'ai pas vu, mais je peux te dire que c'est de la merde. Je l'ai pas vu, mais j'ai... Ça, c'est Courtrage-Mais, Romain Gavras. Ouais, attends. De ce que je comprends, c'est un long clip. Mais en fait, ça fait partie de l'impression que j'ai de plus en plus qu'on est beaucoup sur l'image et peu sur le travail de fond. J'ai lu le scénario, ce que c'était en gros, tu vois. Moi, je trouve que ça manque de nuances. Tu vois, qu'on t'amène un peu des perspectives. Pour moi, quand tu ressens que, je sais pas, une série, elle est vraiment bien faite, c'est parce que tu vois une subtilité dans le personnage. Où tu vois qu'il y a un contraste. Déjà, les films qu'il a fait auparavant, les clips, etc., on a le sentiment déjà de savoir où il se situe, en fait. Politiquement. Et en Athéna, je pense que c'est un peu le summum de sa vision des choses, que je trouve un peu trop limité, en fait, comme un jeune de 20 ans qui a la rage, mais qui veut tout brûler. Puis en fait, il est un de ces personnages, en fait, dans le film. Il se transposait à l'intérieur. Il était ce jeune de cité en furie, etc., alors qu'il ne l'est pas. Il ne vient pas de ce milieu. Ouais, c'est un fils de réalisateur. En fait, là aussi, ça manque de nuances. Il y a toute une haine envers la police et envers les... À la Kassovitz. Ouais, à la Kassovitz, etc., d'une certaine manière. Mais il n'y a pas ces nuances. Justement, tout est mis au profit, en fait, de l'image, ce qui fait que même, en fait, les derniers plans, on se pose vraiment la question à savoir, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Et il y a même du cynisme, en fait, dedans. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, alors que c'est pas le but, et que je suis en accord, d'une certaine manière, avec ce qu'il veut dénoncer, etc. Mais c'est comme faire l'apologie, en fait, de quelque chose. Enfin, il a de la dynamite entre les mains, et il veut tout faire péter, alors qu'on lui dit, vas-y calmement, quoi, en fait. Et tous ces films en français, même Bac Nord et tout, t'as l'impression que c'est grave, la guerre civile. Pas... Non, mais ce genre de film sur les cités françaises, un peu, t'as l'impression que c'est la guerre civile en France. Ouais, voilà. Enfin, il y a ce truc-là, et pareil sur Athéna. Vas-y, parce que t'as posé la question. Moi, je pense que Athéna, c'est ce qu'on me disait avant, c'est que c'est trop tôt pour juger, je pense. Ah, tu penses? Ouais. Je pense que c'est trop tôt, et aussi parce que je pense que c'est le premier film médiatisé de Romain Gavras, et que du coup le scénario est beaucoup... C'était quoi déjà Le monde est à toi, là. Ah oui, le monde est à toi. Ça, il y avait un délire. Avec des films, je veux dire, c'était pas son premier film, son premier gros film, je veux dire, c'est autant médiatisé. Il y aurait eu des bonnes critiques. Après, justement, la haine a fait beaucoup de bien aussi. C'était juste ça. Aussi, c'était ça aussi qui a donné de l'ampleur à ce film. C'est que ça a fait. Ouais, exactement. Ça a été vraiment. Ça a fait du bien au quartier. Mais parce que ça parlait aussi du fait que un gars de quartier fait des erreurs, tu vois. Et ça faisait le truc de genre, ok, la police, c'est des chiens, ils font des bavures tout le temps, c'est une réalité. Mais il y avait aussi l'autre truc qui disait genre, il y a aussi des gars de quartier qui foutent la merde. Il y a des condés qui foutent la merde, des gars de quartier. C'est des humains contre des humains. Est-ce que je fais un film pour plaire à des gars de quartier et déplaire à l'État? Ce choix a un résultat qu'en fait ça divise. J'ai le Figaro qui va m'insulter. Par contre, j'ai toute la gauche, extrême gauche, qui va dire ouais voilà, on fait un film qui en parle, tu vois. Et en fait, cette division-là, est-ce qu'elle est bénéfique dans le long terme justement pour un pays comme la France, par exemple? C'est ça en fait ma question, tu vois. Pour la France, je pense que avec ce qui se passe, sortir un film comme Athéna, ça divise, tu vois. Mais bon, après, pour venir sur un truc un peu plus général, je pense que du moment où tu écris un film avec le cœur, ça devient politique. Et moi, je donne l'importance à écrire un film avec le cœur. Ouais. Donc, je pense que tu le veuilles ou pas, un film devient politique du moment où tu le fais réel. Et après, justement, ça dépend. Tu veux faire quoi? Tu veux faire rire les gens ou tu veux faire des comédies ou des trucs un peu plus réels? Une fiction réelle. Il faut dire la vérité. Justement, c'est ça. C'est quand tu parles avec le cœur, c'est que
énonce quelque chose qui vient de La toi. vérité. Ouais, ta vérité, ta perception. Et c'est ce qui fait que, du coup, bah, tu vas toucher le cœur des autres, en fait. C'est typiquement ça. Si tu utilises que ta tête, etc., quelque chose qui est totalement plat, trop de calculs et tout, sur des « ah oui, bon, ça pourra marcher », mais on en vient à voir ce qui se passe aujourd'hui, où tout est consommation, où c'est film sur film sur film, où il n'y a même pas de réelle conviction, en fait, dans ce que font certaines personnes, tu vois. Et on parle de Yes Man, des réalisateurs qui tournent juste pour tourner. Moi, j'avais une question aussi, c'était en tant que réal, jusqu'où vous vous sentez capable d'aller pour obtenir la performance ou le résultat désiré, tu vois, de l'acteur? Récemment, enfin, il y a un film qui va sortir là avec comment il s'appelle, Matt Dillon. Ils reprennent en fait le dernier tango à Paris. De Cassavetes? Non, c'est pas Cassavetes, c'est l'italien là, Bertolucci, qui a fait en fait une scène dans le film dans laquelle l'actrice principale se fait violer par Marlon Brando. C'est censé être une scène qui est jouée, sauf qu'en fait, on a découvert, et ça c'est déjà ces 20-30 dernières années, ils en parlaient, sauf que là, avec la démocratisation du MeToo, etc., ils en parlent de plus en plus, et cette actrice-là est d'ailleurs décédée, mais elle n'a pas arrêté d'en parler. Du coup, en fait, cette scène qui avait été tournée avait réellement été un viol, en fait. Quoi? Ouais. Mais comment ça a été orchestré? Non, c'est juste que il dit en fait dans ce film-là, la scène de viol finalement, parce que Brando il a eu 40 000 casseroles, c'est un chien humainement, et qu'en gros, donc là en fait ils refont cette scène, c'est ça, mais ils montrent en fait que pendant la réal, c'est en mode un film making of. Enfin, je sais pas, le film raconte ce passage-là, en tout cas le tournage du film, mais le film s'est fait dans les années 80, je pense, un truc comme ça. C'est juste là. Parce qu'il y a ce sujet de ce nouveau film qui sort, bah, c'est l'occasion en fait pour eux d'en parler en fait jusqu'où peut aller un réalisateur pour avoir son produit fini. J'ai jamais vu le film, Le Dernier Tango à Paris. Cette actrice, tu vois, a été traumatisée. Enfin, tu vois des interviews d'elle avec clope au bec, etc. Enfin, tu sens qu'elle est tourmentée, elle n'est pas écoutée par les gens qui l'entourent, parce que étant donné que c'est très souvent facile de tomber dans une espèce d'ego démesuré. C'est genre de grands démiurges et tout, où le type a tous les pouvoirs possibles. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on te dit que t'as du talent, t'es un génie ou j'en sais rien, alors ok, tous les moyens sont bons en fait pour arriver à tes fins. Tu deviens un salaud avec ton équipe parce que en fait t'as une sorte de légitimité qui te permet de te comporter comme ça et qui fait que parfois ça crée des grands films. Mais Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, qui est parti totalement en couille en fait sur le tournage à base il a perdu énormément de poids. Tout le tournage se calmait plus ou moins. Il était sans arrêt en burn-out. Je sais pas combien de burn-out il a fait durant le tournage parce que ça s'est étalé sur plus d'une année. Aux Philippines, dans des conditions extrêmement difficiles, dans la jungle, etc. Sauf qu'il est allé au bout du truc et il a fait un grand film. Bah, il y a une éthique qui s'impose. Après, personnellement, j'ai du mal à respecter certes. Par exemple, rien que il ne faut pas toucher l'acteur, tu vois. Et comment tu te veux de guider quelqu'un sans le toucher? Après, bien sûr, c'est toujours dû aux mauvaises expériences de certains réalisateurs. Ouais, c'est ça, il faut de la confiance. Mais je pense que déjà, il faut avoir un lien avec l'acteur. Il faut avoir un lien avant le tournage. Moi, en l'occurrence, j'aime bien aller chercher les vraies larmes. Moi, les vraies grosses scènes que j'ai eues, c'était des pleurs. Tu vois, rien que par exemple dans le dernier film qu'on a fait avec Chris, où du coup toi tu faisais la voix. Du coup dans celle-là il y a une scène où justement il y a une des actrices, Tina, qui pleure, tu vois. Et moi je voulais pas en fait que ça soit faux, qu'elle le crée juste pour le jeu. Et du coup on a dû parler en amont, etc. Et c'était des vraies larmes. Et moi ça me parlait parce qu'il y a quelque chose qu'on voit pas à l'œil nu mais que le cœur voit. Et que c'est ça qui nous fait de la peine et qu'on a envie d'avoir les mêmes émotions. Et moi c'est ces émotions-là qui m'intéressent. Mais ça me fait penser au court-métrage qu'on a vu sur Kassovitz. Il avait fait un film avec... Un fucking Kassovitz. Ouais. Là, on parle de la limite de l'éthique, il faisait chier tout le monde. Mais en même temps, il prenait cher d'une production qui respectait pas ce qu'il demandait. Mais est-ce que on est censé passer un bon moment pendant les tournages? Je sais pas. Faut juste pas que ce soit pervers. Moi, je te dis... Non, exactement, ça dépend de dans quelle manière tu le fais. Mais je pense que s'il y a une proximité, aller loin... C'est juste privé, c'est juste dans le privé, quoi, entre toi et l'acteur. Mais après, justement, il y a un truc, c'est que là, ça devient de la perversité quand
Le réal va chercher seulement des informations dans la vie de l'acteur sans se confier. Non, sans se confier de lui-même. Parce que pour moi, un réal, il faut qu'il se confie de lui-même par rapport à certaines choses. Bah oui, par exemple, une scène de pleurs. Pour savoir un peu la vie de l'acteur, et même pas en tant qu'acteur, mais en tant qu'humain, il faut que moi, je fasse le pas vers lui en lui disant un peu, moi, en deux phrases, c'est quoi ma vie, quoi. Et qu'est-ce qui me peine, et en tout cas, les émotions de la scène qu'on va jouer, que j'ai vécu dans ma vie, par exemple. C'est donnant-donnant, parce que sinon, ça devient de la perversité, du coup, à ce moment-là. Où toi, du coup, en fait, l'acteur ne connaît rien de toi, mais toi, tu vas chercher des informations sur lui. C'est une bonne méthode, tu vois, mais je pense pas que ça soit dans le contrat éthique forcément, dans le sens où là, si on prend vraiment l'axe professionnel de ce qu'on fait, le métier du réalisateur, c'est de réaliser. Le métier du scénariste, c'est d'écrire. Le métier de l'acteur, c'est de jouer. Donc, évidemment, il faut que le réal et les acteurs se connaissent. Mais je vais faire confiance, une fois que l'acteur il aura été sélectionné ou quoi, je vais lui faire confiance pour reproduire exactement ce qu'il est censé reproduire en termes d'émotion. Pour moi, il n'y a pas forcément de fait, le scénario, il va poser les limites. Enfin, tu vois, même sur le tournage de Caridas, non, toi, tu étais là. Une des actrices, c'était une cousine éloignée à moi, mais qui est actrice vraiment depuis 25 ans. Et tu vois comment c'était automatique chez elle. C'était tout simple, hein, l'action que je lui avais demandé pour cet exemple précis. Tu vas réagir comme si là, vraiment, tu te faisais couper un doigt. Et tu vois sa réaction quand la guillotine tombe. T'es choqué presque. Tellement c'est un métier et que c'est inné et que les acteurs connaissent les émotions à la perfection. Maintenant, voilà, si tu as une scène de viol, c'est sûr qu'il faut respecter l'intégrité physique et morale de tous les acteurs. Hein. Mais tu n'as pas besoin de montrer le viol. Hein. Tu peux faire ressentir un viol dans le noir, même avec une scène où en fait tu vois rien, mais t'entends les choses, tu vois. Mais tu es obligé d'aller chercher la justesse de ce que tu veux reproduire et pas te limiter forcément en disant non mais je peux pas choquer ou je peux pas aller trop loin parce que elle va pas être bien ensuite l'actrice, parce que l'actrice, si elle a lu le scénario, elle sait ce qu'elle va faire derrière. Il faut bien la traiter, il faut bien lui parler, mais il n'y a pas de limite, hein, je pense. Dernière question, puis après on peut clôturer l'épisode, mais c'est quoi la plus belle surprise que vous avez eue en réalisant, tu vois, un projet ? D'écrire ce que ta bouche n'arrive pas. Le premier film que j'ai fait, j'ai cette sensation de fierté. Où pour la première fois, tu sais, tu peux parler de ta vie sans que les gens aient de la peine. Sans qu'on te regarde de haut, mais qu'on t'admire par rapport à ce que tu as dans le cœur et ce que tu as réussi juste à... En fait, tu as dit, ouais, tenez, ça c'est une phrase de ma vie. Je dirais des rencontres. Se rencontrer soi-même dans un sens aussi, parce que tu te rends compte en fait que tu as peut-être certaines facilités ou je sais pas, un talent, tu te découvres un talent. Ouais, la découverte d'un amour, j'en sais rien. Tu vois, tu t'es sur le tournage, c'est la découverte d'une passion. Le résultat, le produit fini arrive et que tu te rends compte que ouais, ça a marché. En gros, que c'est cohérent avec toute cette ambiance, toute cette atmosphère qu'on a réussi à apporter sur le tournage, a abouti à quelque chose de sincère. Dernier truc alors. Ah voilà, il s'est réveillé. Non, pour moi, une surprise que j'ai eue, mais même pas forcément, c'est neutre vraiment, c'est même pas positif ou négatif, c'est la différence dans le métier de réalisateur, la différence entre réaliser un court-métrage, une pub ou un film ou un clip, vraiment de manière totalement indépendante et quand tu as un budget. Là, le métier de réalisateur, quand tu es dans ce cadre-là, tu es juste chef d'orchestre en fait. C'est dur, hein. Tu dois avoir l'œil sur tout, tu dois savoir exactement où tu vas et ce que tu veux. La pression, elle est différente et pour moi, l'activité, elle est totalement différente. En fait, il faut payer les gens. Tous les artistes et autres hein, qui disent ouais, vas-y, s'il te plaît, fais-moi pour ça, pour tant d'argent, et t'inquiète, après, si ça pète, on monte ensemble. C'est la pire des choses à dire à un réalisateur, moi, je trouve. Sauf s'il y a vraiment un lien, tu vois, entre les deux, mais sinon, c'est la pire des choses. Parce que moi-même, si j'engage un tel, mais même un gars qui va juste me porter des lumières ou gérer mes lumières, un acteur, n'importe qui, la régie, je veux payer tout le monde pour que la personne... elle prenne en fait du plaisir à venir
sans se dire putain, mais quand même, j'aurais pu même aller faire Uber et gagner mieux ma journée qu'ici, tu vois. Payer les gens. C'est la dernière chose que j'ai à dire. Payez vos réals, mec, c'est tout ce qu'on va être payé. Et encore, le Real, même le Real sur des gros projets comme sur Bye Bye ou Carreda, ce truc, c'est limite le seul, si c'est son projet qui porte, son bébé truc, qui a le droit de rien prendre, tu vois. Moi, sur les projets de Sabès, truc, où on a eu du budget, hein, c'est pas un truc de ouf, mais Bye Bye, il a coûté 13 000 balles à peu près, l'autre 9 000 balles, j'ai pris 0 dessus. Pas parce que je voulais donner plus aux autres, juste parce que je voulais investir le moindre jusqu'au dernier centime sur le clip, mais le reste c'est des employés, tu vois, ils viennent travailler, enfin c'est une commande en fait pour eux, tu vois. Enfin t'as même des rappeurs, putain je dévie vite fait, mais pour au moins 4 là, donc au studio où il y a des ingé sons qui enregistrent des gens, tout ça. En fait, il y a trop de rappeurs qui ont pris cette habitude de penser. En fait, ils vont préférer ne pas payer leurs potes qui l'enregistrent ou quoi, mais derrière ils vont aller payer, même aller payer des verres en soirée. Même ça, pour moi, c'est un manque de respect d'aller payer son verre en soirée. Mais derrière, de demander à son pote, s'il te plaît, mais tu me fais un prix ou truc, non. Encore plus si c'est ton pote. Tu vois, parce que t'as envie même de soutenir sa cause. Café, tu payes le prix. Tu veux plus payer. Si ton pote, après je dis ça, quand Explore organise leur soirée, je paye pas l'entrée. Mais je suis pour payer l'entrée, tu vois. Si tout le monde fait ça, ton pote, son business, il coule. Et il y aura plus de films, il y aura plus de soirées, il y aura plus de trucs. Donc voilà, je pense qu'il faut soutenir en payant. Parce que si tu vas voir quelqu'un d'autre que tu connais pas, c'est sûr que tu vas payer le tarif de base parce que c'est normal. Après, il va en cabine et il dit qu'il vend des kilos et des kilos et qu'il brasse, tu sais. Mais derrière, je veux pas te sortir un billet. Non. Tu fais des prix, tu vois. Voilà, c'est ton pote, truc. Après, ça dépend encore le type d'amitié, le machin. Mais il y a amis, on se connaît, truc. Et il y a vraiment amis d'enfance, tu vois. Et les gens, ils voient pas forcément cette différence-là. Et moi, à la longue, en fait, tu vas peut-être à accéder à des prestations gratuites, tu vois, pour que ça soit des clips, des trucs, mais tu vas être mis sur la file d'attente de ok, mais je ferai ça quand j'aurai le temps. Et que ça soit pour des ingé-sons, pour des réals, pour des trucs. Quand tu passes dans cette liste-là, ben finalement, tu n'as plus de réponse du gars. Et peut-être que tu auras un clip gratuit, mais tu en auras un en 2 ans, tu vois. Et je pense pas que c'est l'objectif. Ok les gars, bah écoutez, merci beaucoup pour cet épisode, c'était très long. On a passé 2 heures d'enregistrement. J'espère que vous avez apprécié tout le monde. Vous avez pris du kiff ou pas? À fond. Merci à toi. Très beau lieu. Regardez Complot. De Richard Donner. Complot de Richard Donner avec Mel Gibson. Très bien, on regardera. Direct, moi je suis... Prochain épisode, on parlera de... Vas-y, on se refait un topo, chacun regarde le truc de son côté. On débrief Ourika. Oh, non. C'est la série de Bouba. J'ai essayé de regarder l'épisode 1 plusieurs fois et j'ai faut faire un podcast que sur les films et les séries de merde. Vas-y, trop chaud. Je vous disais, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à inscrire un petit 5 étoiles sur la page d'accueil pour le soutenir. Prenez soin de vous, de votre entourage et on se retrouve très bientôt. Et abonnez-vous à la page, juste ici, abonnez-vous à la page. Ciao. Trop bien. Ok, vas-y, on range parce qu'on est en retard, les gars. Et on a loupé une partie du match. Il y a un et que suisse. Mais non, il y a un. Ouais, non, mais ça va aller. Ça va aller. Putain, vas-y. Hein. Il y a un, les gars. Direct. Ok, on va vite. Putain, ouais, viens, on va voir la fin du match, Joris, là. Ouais, mais vas-y, alors.